Voilà, donc, comme ça je le vois vite, c'est facile à couper pour faire les capsules. Donc aujourd'hui, je voulais parler d'autonomie. Je vous ai fait une vidéo il y a une semaine ou 15 jours, je crois, ou 3 semaines, où je parlais de mon modèle de vie. Et bien évidemment, vous imaginez que dans mes pérégrinations youtubesques, je vais voir des vidéos aussi qui concernent l'autonomie, qui concernent la permaculture, etc., etc. Ça m'intéresse par rapport à ma maison, tout ce qui est production énergétique et eau. Et dans ma vidéo, je vous avais dit que moi, je ne cherche pas l'autonomie totale, parce que pour moi, c'est une utopie. Je pense qu'on ne peut pas être autonome à l'échelle individuelle. Nos ancêtres pouvaient l'être à l'échelle d'un village ou d'un hameau ou de grosses familles, mais parce qu'ils étaient suffisamment nombreux et qu'ils étaient organisés pour, en fait. Mais c'est certainement pas avec un potager qu'on arrivera à être autonome alimentaire, au niveau de l'alimentation. Toutes les familles qui sont autonomes au niveau de leur alimentation dans le monde, ce sont des cultures en champ qu'ils ont. Parce qu'il faut produire beaucoup, des quantités énormes, et un potager n'est pas suffisant. Souvenez-vous qu'un potager, ça date de la révolution industrielle, et que c'était des potagers qui avaient, enfin, des petits espaces qui avaient été mis à disposition par les patrons pour les ouvriers, pour qu'ils puissent se faire un petit peu quelques légumes et avoir un extérieur. Mais ça n'a jamais été une source de nourriture principale. Ça a toujours été une source annexe. Donc, l'autonomie alimentaire, pour moi, c'est une utopie. Et en plus, enfin, c'est pas une utopie, mais c'est quelque chose d'extrêmement compliqué à obtenir maintenant. Et en plus, on a des producteurs, notamment des maraîchers, des producteurs qui font les choses bien, qui produisent dans les bonnes conditions et qui sont pas chers, on va dire. En tout cas, si vous vivez en dehors des villes, on peut manger pour pas cher. Donc, moi, je vois pas l'intérêt de chercher l'autonomie alimentaire. D'autant plus qu'elle est pour moi quasiment inatteignable. Maintenant, on peut avoir une autonomie énergétique, autonomie en eau, des autonomies plus partielles sur d'autres sujets. Je vais partir d'une vidéo d'une chaîne qui s'appelle la fille à la yourte qui boit de l'eau de pluie. Elle se fait appeler Vénus. C'est une nana qui présente son modèle de vie. Je ne vais pas la présenter plus, elle va le faire elle-même. Alors, j'ai mis la vidéo en accéléré et je vais commenter et enrichir en fait ce qu'elle dit parce que je suis globalement d'accord avec avec ses propos. Je dis globalement. Vous allez voir. Toc. Mieux. Celle-là est mieux. Le son, c'est bon. Amis de la On est Vénusie, parti. bonjour à tous, j'espère que vous allez tous très bien, que vous avez tous passé un agréable week-end. Je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo où je vais vous exprimer mon opinion et mon point de vue sur le fait du pourquoi du comment Oula, je suis allé peut-être un peu vite là. Et non pour les pauvres. Si tu débarques sur cette chaîne, eh bien écoute, enchanté, hein, moi c'est Vénus, ronchonneuse professionnelle et grande gueule à mes heures perdues. Ça fait 5 ans que je vis sur mon terrain, si on peut dire en autonomie, quoi. Disons que je suis autonome en électricité et en eau, quoi. Voilà, on va dire ça. Et donc voilà, ça fait 5 ans que je vis comme ça et j'ai eu le temps quand même de faire pas mal le tour de l'autonomie, de voir pas mal de choses. Et donc avant quand même que je voudrais signaler, parce que c'est vrai que j'ai commencé un peu ma chaîne sous l'autonomie, mais parce que c'était un petit peu, si vous voulez, un petit peu tendance, tout le monde en parlait à ce moment-là, quoi. Mais bon, dans l'absolu, moi je me suis jamais vraiment considérée comme quelqu'un d'autonome, quoi. Parce qu'à la base, mon projet, il n'était pas mis comme ça. À la base, moi, il y a 10 ans en arrière, un peu plus de 10 ans en arrière, quand j'ai commencé à réfléchir à mon projet, le premier truc, c'était que je sentais que dans le monde du travail, j'avais commencé à plus avoir ma place, que je commençais à péter les plombs, j'avais peur de partir en couille, de faire un burn-out, en fait, à un moment donné, et j'avais peur de me retrouver à la rue parce que j'étais locataire, quoi. Donc, du coup, ce que je me suis dit, je vais m'acheter un terrain, comme ça, j'aurai déjà ça, et puis si jamais il se passe quoi que ce soit, j'aurai un point de repli sans me retrouver à la rue avec mon gamin, quoi. En fait, je suis à fond en termes de son. Dans OBS, voilà, le son d'origine est assez faible sur sa vidéo. Et je suis à fond, partout. Je sais pas si j'ai pas trouvé de moyen d'amplifier encore. Je vais peut-être baisser mon niveau de micro, mettre mon micro à son niveau, un petit peu plus fort, comme ça je peux parler avec elle, de manière à ce que vous n'ayez pas à jouer, que je sois pas trop fort moi quand je reprends la main par rapport à sa vidéo. Attendez, je fais Et donc, c'est comme l'équilibre. ça que j'ai acquis mon terrain. C'est d'ailleurs pour ça qu'il est en altitude. C'est pour ça, d'ailleurs, j'ai pas du tout On fait dirait que c'est pas attention à la mal là, culture, hein. au machin, au truc. Je m'en foutais, en fait. Moi, je voulais juste avoir un espace de repli, quoi. À la base, c'était tout. Alors, je vais commenter celle-ci parce que moi j'ai été totalement dans la même démarche qu'elle. Ça fait longtemps très longtemps. Dans ma tête, c'est un projet que j'ai depuis bien 30 ans, en vrai. Puisque déjà, quand j'étais jeune adulte, avec les amis, on parlait déjà d'essayer de se trouver un hameau et de s'y installer.
Et puis la vie a fait que ça s'est pas fait. Mais c'est quelque chose qui m'a trotté en tête pendant très longtemps et que j'ai commencé à préparer, moi, il y a environ plus d'une dizaine d'années. J'ai commencé à stocker de l'argent, à mettre de l'argent de côté, à me renseigner et à voir comment je pouvais atteindre un modèle de vie qui me satisfasse pleinement. Et j'étais dans la même démarche qu'elle. Moi, ça fait 3 ans maintenant que j'ai ce modèle qui est en place. Vous verrez, elle en parle dans sa vidéo. Bien évidemment, il y a des énormes contraintes. J'en ai parlé aussi dans la mienne. Le but dans ma façon de vivre, c'était de réduire la charge de travail, le travail rémunéré, de façon à augmenter le reste du temps sur les autres activités. Il n'a jamais été question dans ma tête, en tout cas, d'arrêter totalement de bosser et de vivre des aides ou ce genre de choses. Donc, pour y arriver, j'ai dû baisser mon seuil de dépenses, forcément, arriver à baisser ce seuil-là au minimum possible, et travailler ce qu'il me faut pour pouvoir payer ce seuil minimum. Un petit peu plus pour pouvoir continuer à mettre de l'argent de côté, bien sûr. Parce que, elle va en parler, c'est pas que idyllique ce genre de situation-là. Donc, comme elle, moi je suis parti dans l'idée de me mettre à l'écart, de réduire ma quantité de travail, et pour ça, il faut une base. Obligatoirement, il faut une base. Et donc, si vous voulez, c'est par moi-même, en faisant mes propres recherches, que j'ai trouvé des panneaux solaires, j'ai trouvé le Berkey, tout ça, parce qu'à l'époque, je ne fréquentais pas du tout YouTube. J'ai fréquenté YouTube, je crois que ça a été en 2016, et j'ai commencé à faire des vidéos en 2018. Donc, vous voyez, ça a été que 2 ans avant que je me mette à faire des vidéos. Et si j'ai découvert YouTube, ça a été un peu grâce à mon fils, parce que pour moi, YouTube, c'était que des Cypriens, c'était que des trucs pour les ados, quoi. Je pensais pas qu'il y avait tout ce monde, en fait, derrière la mise en page que YouTube te renvoie, quoi. Et donc, c'est quand mon fils m'a dit, maman, tu sais que tous les livres que tu lis sur YouTube, tu retrouves des conférences, des machins, des trucs. Et c'est comme ça que j'ai découvert YouTube. Et c'est comme ça que j'ai découvert l'autonomie, en fin de compte, sur YouTube. Mais si vous voulez, avant, j'avais pas du tout de projet d'autonomie. Moi, j'avais comme projet d'arriver à survivre, quoi. En fait, c'était ça, mon projet. Oui, c'était exactement comme je vous ai dit, hein, la même raison pour moi. C'était l'idée, c'est pas forcément d'être dans l'utopie écologique, c'est d'arriver à survivre, quelle que soit la situation. Et donc, si vous voulez, quand j'ai commencé à avoir des chaînes parlant d'autonomie, bon, quand même, à l'époque, il n'y en avait pas des masses. Et en plus de ça, c'était énormément des trucs un peu autonomes, c'était un peu dans le bushcraft, enfin, vous voyez, un peu, dans ce délire-là. Et si vous voulez, quand je suis tombée sur ces vidéos-là, eh bien, moi, ça m'a pas incité, si vous voulez, à avoir ce mode de vie, comme il y a beaucoup de gens pour qui c'est le cas. Moi, ça m'a conforté, si vous voulez. J'avais déjà mon projet, et le fait de voir des vidéos avec des gens qui vous disaient, mais tu peux ne pas avoir d'argent et t'en sortir, il n'y a pas besoin d'avoir de thunes, si tu deviens autonome, mais tu as besoin de 0 thunes, tu vas voir, ça va être cool la life, tu vas t'en sortir. Et moi, je me suis dit, eh ben voilà, bingo, j'ai tout juste, je peux vivre sur un terrain et tout comme ça, si je me débrouille, je fais un maximum de choses par moi-même, en plus de ça, j'aurais quasiment plus rien besoin d'acheter. Au top l'histoire, quoi, vous voyez. Donc, si vous voulez, de voir ces vidéos-là, ça m'a conforté dans l'idée que mon projet était le bon. Voilà un peu comment ça s'est passé. Donc, je ne fais pas trop partie de ces gens, en fait, à qui on aurait menti, à qui on se serait un peu voilé la face, pas du tout. Je réinterviens aussi, je suis dans le même cas qu'elle, puisque je me suis beaucoup documenté sur la chose, et puis j'ai une bonne partie de ma famille qui étaient des paysans, mon grand-père notamment était un agriculteur, donc j'avais quand même une bonne idée de ce que ça représente comme travail de cultiver. Et dès le départ de mon projet de vie, je savais que je n'allais pas chercher l'autonomie complète, notamment l'autonomie alimentaire. Deuxièmement, vivre sans argent en France, c'est une utopie, ce n'est pas possible. Simplement parce que, en tant que propriétaire, il y a du foncier à payer, il y a des taxes, il y a une quantité de dépenses minimales qu'on a et qu'on est obligé de payer, sinon on va avoir des problèmes. Donc on a besoin, de toute façon, un minimum de rentrée d'argent. C'est pour ça que ces discours, je la rejoins totalement, sur ces discours où des gens qui vous disent vous allez pouvoir vivre dans la forêt à boire de l'eau de pluie et à sucer des radis, ça ne marche pas. Ça, c'est du délire. Par contre, il y a moyen d'avoir un modèle de vie qui fonctionne en ayant une vie beaucoup plus cool. Ça, il y a moyen. Par contre, il est certain que les gens qui se sont lancés dans l'autonomie suite à avoir regardé ce genre de contenu-là, je dois bien vous avouer que je pense que ça a été un peu la descente aux enfers. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de gens qui se sont essayés à l'autonomie et qui, au bout de 2-3 ans, en fait, sont repartis travailler, sont repartis à fond dans le monde du travail et ont complètement lâché l'autonomie, sont repartis dans des maisons, machin, etc. Quoi, vous voyez. Salut Astrid. Alors,
autant il y a des gens qui ont essayé l'autonomie et qui ont abandonné assez rapidement parce qu'effectivement les contraintes sont extrêmement lourdes. On a la même chose dans ma campagne. Quand on a des urbains, notamment des grandes villes, hein, Lyon, Paris, etc., qui viennent s'installer dans le Forez, et parce qu'ils voient les arbres, ils voient la comté comme dans Le Seigneur des Anneaux, en fait. Et eux, ils arrivent du Mordor, donc tout de suite, ça leur fait briller les yeux. Et puis, le premier hiver, ça devient chaud, là. Hein. Quand on se retrouve avec 40 cm de neige sur la route, que le chasse-neige passe que à 13 ou 14 heures, ou qu'on perd l'électricité pendant 2-3 jours, par exemple, parce qu'il y a un arbre qui est tombé sur une ligne. Voilà. Et on a le même cas, c'est-à-dire des gens qui viennent acheter ici parce que c'est pas cher, parce que voilà, c'est la belle vie, ils ont une image de carte postale dans les yeux. Et puis quand ils passent à la réalité des choses, j'ai vu des couples exploser parce que ça fonctionne plus, quoi. C'est compliqué, c'est compliqué. Donc il faut quand même être réaliste quand on fait ce genre de choix sur les contraintes qu'il va y avoir, de savoir est-ce qu'on est capable de les encaisser ou pas. Parce que, à la finalité, quand on regarde bien, les amis, l'autonomie, c'est pas un truc de pauvre. Eh ben non. On nous fait croire, en fait, via les vidéos sur YouTube, que l'autonomie, c'est un truc de pauvre. Mais clairement, l'autonomie, c'est un truc de riche. Déjà, on se rend compte, pour être autonome, eh bien déjà, il faut énormément de matériel. Donc, en fait, j'ai envie de vous dire, si déjà vous avez tout le matos pour réaliser tout, en effet, l'autonomie ne coûte pas cher. Hein, voilà, en vrai. Alors, ça, c'est un point important. Ça, c'est un point qui est super important et je suis totalement d'accord avec elle. Pour être... attendez, je vous lis. Tout à fait, Roger, je suis d'accord. Ben, c'est cool, on en discutera un peu après si tu veux bien. Moi, je suis dans le même délire qu'elle, mais elle a totalement raison. On ne peut pas atteindre un certain seuil d'autonomie sans être équipé. Pour une simple raison, c'est que c'est une question d'énergie, simplement, et de temps. Quand j'ai eu un mur, par exemple, il y a 3 semaines de ça, j'ai un morceau de ma cave qui est tombé dans la maison, par exemple, il a bien fallu que je répare le mur. Et il a fallu porter les pierres, il a fallu aller chercher du mortier, il a fallu que je refasse les trucs. J'ai appelé un ami parce que avec mon bras cassé, c'était plus compliqué. Donc, c'est du physique, c'est du temps. On y a passé une journée entière à remonter le mur et à faire ça propre. Et puis moi, ensuite, j'ai refait des joints de pierre et ça m'a repris une journée, quoi. Donc ce temps-là que je vais passer à faire de la maçonnerie, c'est du temps que je passe pas à me nourrir. Je répare ma maison, en fait, simplement. Et quand j'ai besoin d'aller couper des arbres, je suis bien content d'avoir une tronçonneuse pour le faire. Je vais pas le faire à la scie. Quand j'ai besoin de casser du bois, je le fais avec du merlin. Et puis maintenant, j'ai une presse hydraulique qui me permet de fendre, enfin une fendeuse, pour aller plus vite. Donc, c'est cet équipement-là, c'est l'énergie qu'on va utiliser en plus de nos bras, parce qu'en tant qu'humain, on n'est pas surpuissant. Hein. En gros, un humain, c'est 100 watts de puissance. Donc, vous imaginez que la fendeuse, elle tire 3000 watts. Donc, elle est à peu près 30 fois plus puissante que mes petits bras. Donc, effectivement, si j'ai pas cet outil-là, je vais passer plus de temps, je vais y dépenser plus d'énergie. Et donc, c'est des choses que je ne pourrais pas faire. Et le matériel, ça coûte du pognon. Mais sans parler, même avant de parler du matériel, il y a l'acquisition du terrain. C'est-à-dire, vous ne pouvez pas avoir un projet d'autonomie si vous n'êtes pas propriétaire de vos terres. Ça, c'est pas possible. Donc, ne serait-ce qu'à la base, il faut au moins avoir déjà un petit capital pour pouvoir acheter et être propriétaire du lieu où on vit. On ne va pas faire ça en location. On ne peut pas aménager un terrain en location qu'on peut perdre sur un logement qu'on peut perdre du jour au lendemain, vous voyez. Donc, les gens qui n'ont vraiment rien, les gens qui sont réellement pauvres, ils ne peuvent pas rentrer ne serait-ce que dans la boucle de l'autonomie, c'est pas possible, simplement, parce qu'ils n'ont pas les moyens d'acheter la base. Maintenant, c'est possible de calculer un projet dans une région où l'immobilier est beaucoup moins cher, et il y en a plein, hein, alors par chez nous ça commence à augmenter, mais vous avez des lieux où il n'y a pas grand monde, en fait, ce sont des lieux très ruraux, où l'immobilier vaut pas cher, vous pouvez trouver des maisons pour le prix d'une voiture. Et là, il y a moyen de commencer quelque chose, mais de commencer seulement, parce qu'il va falloir ensuite tout l'outillage pour pouvoir travailler le bois, travailler éventuellement le métal, et tout ça, c'est de l'investissement. Dans le cas de mon projet de vie, moi je vous le dis, ça fait des années que je le pense. Donc comme je suis un bricoleur, je me suis outillé tout au long de ma vie. Et en plus, dans les dernières années, il y a eu des décès dans ma famille, et notamment de mon père. Donc j'ai récupéré tout son atelier, son garage, mon grand-père aussi, son outillage. Donc c'est de l'outillage qui est ancien. Mais bon, je veux dire, un marteau, un tournevis ou une pince, qu'il ait 40 ans et qu'il est en bon état et qu'il est fonctionnel, ça me va.
m'en fous de qu'il soit neuf. C'est plus compliqué sur les machines, sur l'électroportatif ou sur les machines électriques. Donc voilà, je suis d'accord avec elle que l'idée de l'autonomie, ça ne peut pas fonctionner si vous n'avez pas un minimum de capital. Une fois que vous avez tout le matos, il ne vous reste plus qu'à développer, voilà, à faire ce que vous avez à faire. Donc là, c'est jackpot. Par contre, quand vous partez de zéro, comme les 3/4 des gens que nous sommes, hein, puisque si vous voulez, avant, dans le temps, on se transmettait les choses de génération en génération. On se transmettait tout l'outillage, tout le machin, tout le truc. Donc ce qui fait que... Et d'ailleurs, même on restait sous le même toit. Même il y avait 2 familles qui étaient sous le même toit. Parce que ça aurait coûté trop cher, en fait, de chacun avoir sa maison, de chacun avoir ses outils, de machin et tout, parce que ça coûtait une blinde à l'époque. Alors, c'est pas que ça coûtait une blinde, c'est que c'était un modèle de société qui était différent. Les familles, effectivement, vivaient sous le même toit. Souvent, c'était des familles nombreuses, il y avait beaucoup de frères et sœurs, ça faisait des bras en plus. Et c'est complètement différent d'avoir 20 personnes qui vivent sur le même lieu pour pouvoir s'organiser, cultiver des terres, etc., que quand on est tout seul ou avec des familles qui ont un noyau assez réduit, comme on a actuellement, des gens qui ont 2-3 gamins maximum. Et donc, quand on n'est pas beaucoup, on a un problème de main-d'œuvre et de temps, en fait, tout simplement. Et contrairement à ce que pensent beaucoup de personnes, ce n'est pas de faire pousser les légumes qui pose problème, c'est de les conditionner pour pouvoir les conserver. C'est tout le conditionnement et le traitement qu'on va avoir des produits alimentaires une fois qu'on les a ramassés qui est énormément chronophage et qui est long. C'est ça le gros du travail en réalité. Parce que faire pousser des légumes, quelque part, ça va, c'est facile. Par contre, quand on a ramassé nos 50 ou 100 kilos de patates, il va falloir les stocker. Quand vous ramassez vos tomates, elles vont se conserver qu'à un certain moment, donc il va falloir les préparer, par exemple en coulis de tomates ou des choses comme ça, les congeler, dans le cas où on a une source d'électricité permanente et des congélateurs, etc., etc. Donc c'est tout le conditionnement qui va prendre beaucoup de temps. Et dans un modèle de société comme actuellement, où on est finalement dépendant à grande échelle, contrairement à avant, à nos grands-parents, nos arrière-grands-parents, qui fonctionnaient à l'échelle d'un hameau ou de quelques maisons, mais ils avaient l'organisation, ils avaient l'outillage et ils avaient la répartition des compétences en local pour pouvoir le faire. Actuellement, c'est beaucoup moins possible tout ça. Et donc, les gens se ressentaient sur des grandes maisons, ils vivaient tous ensemble, comme ça ils avaient tous accès au même matériel et tout ça, et chaque génération grandissait un petit peu le cheptel de matos qu'il y avait, quoi, vous voyez. Et donc, c'est comme ça qu'à un moment donné, on arrivait à être autonome, quoi, parce que de génération en génération, on avait de plus en plus, on arrivait à faire de plus en plus de choses, on se passait de plus en plus les trucs, et du coup, c'était plus simple d'être autonome. Mais aujourd'hui, faire croire aux gens qui vont pouvoir être autonomes alors qu'ils sont pauvres, qui partent avec 0 € et qui vont pouvoir faire des installations de fou pour être autonomes sur leur terrain, en fait, c'est faux. C'est faux. Parce que, en fait, l'autonomie, ça nécessite énormément d'argent, en fait, en amont, avant de pouvoir être autonome. Une fois que vous avez tout ça, il n'y a pas de problème. Mais tant que vous n'avez pas tout le matos, c'est compliqué. Et quand vous êtes pauvre, vous ne pouvez pas acheter le matos. Donc du coup, vous ne pouvez pas être autonome. Et d'ailleurs, c'est là d'ailleurs où à l'archipel, je lui avais fait un petit peu une fois cette remarque. Donc attention, c'était au tout début quand je regardais sa chaîne, donc ça remonte un petit peu à loin. Et je lui disais, t'as pas de projet de pauvre. Et d'ailleurs, après, sur sa chaîne, ça lui a été quand même pas mal reproché. Et du coup, il a cherché, il a trouvé 2 projets de pauvres. Mais vous allez voir que ce n'est pas tant que ça de projets de pauvres. C'est des pauvres qui, du coup, se sont mis en collectif. Ils sont 10, 13 ou 6 ou 7. Et là, ils ont réussi parce qu'ils ont eu suffisamment de fonds à créer quelque chose en autonomie. Mais sinon, si vous regardez bien, tous les projets d'autonomie que vous voyez sur ces chaînes-là, ce n'est que des projets d'autonomie de riches. C'est que des projets d'autonomie, il y en a pour 500, 600 000 €. Donc, alors, sans aller jusqu'à des projets aussi gros, 500, 600 000 €, là, effectivement, c'est des projets de riches. Comme je disais, il y a quand même moyen de s'organiser. Alors, évidemment, si on est plusieurs, c'est plus facile. C'est d'ailleurs ça le gros avantage qu'on a avec des machines, puisque ne serait-ce qu'avec un véhicule pour transporter du poids, quand on a besoin de récupérer des matériaux, c'est quand même plus simple avec une voiture que si on devait le faire avec des charrettes et qu'on devait les tirer. Donc, les plus pauvres, effectivement, ils vont se regrouper pour augmenter les chances, pouvoir mutualiser aussi les ressources qu'ils ont. Et ce n'est pas que des ressources financières, c'est aussi des ressources de compétences et des ressources humaines. Et je reviens sur ce que je disais avant, il y a quand même moyen de s'organiser, de réduire la charge et de s'organiser un modèle de vie qui peut fonctionner à moindre coût. Mais il y aura quand même le minimum à investir, ne serait-ce que pour acheter les terres, simplement. On voit clairement que ce n'est pas à la portée de toutes les bourses. Et d'ailleurs, les amis, je suis la rare, voire si ce n'est la seule pauvre qui vit en autonomie. Moi aussi.
La seule. Même si je suis pas vraiment pauvre. Je suis plutôt dans les classes moyennes, moi. Donc, c'est bien la preuve qu'en fait, l'autonomie, c'est un truc de riche. Et d'ailleurs, je suis la seule, je pense, bon après je connais pas toutes les chaînes YouTube, vous me direz, hein, mais je pense que je suis une des rares aussi. Ça fait 5 ans qu'elle est sur son terrain. Parce que ça aussi, en fait, il faut en parler, les amis. Ce qu'il faut quand même bien savoir, c'est que vivre dans des conditions dans lesquelles je vis, c'est pas donné à tout le monde. Ah D'ailleurs, non, ça c'est il y en a clair. un là que j'ai vu passer. Ah merde, comment il s'appelle? Bruce, il a plus de 500 000 abonnés, je pense que la majorité d'entre vous le connaît. Bruce, je sais plus comment il s'appelle. Bah, qui vit dans un Tipeee. Et donc c'est vrai, c'est pareil, on le voit, ça fait même pas un an qu'il vit dans son Tipeee, ou peut-être que maintenant ça fait un an, je ne sais pas. Mais bien sûr qu'il est heureux et qu'il est au top. Et là aussi, en fait, c'est un peu des paillettes qu'on vous envoie en fin de compte, parce que j'ai envie de vous dire, dans un projet d'autonomie, les 2 premières années, c'est les plus belles années que vous verrez jamais. Surtout la première. En fait, vous ne verrez jamais des gens, en fait, arriver sur un projet d'autonomie et plaquer l'affaire dès la première année, généralement. Comme je vous l'ai dit au tout début de la vidéo, généralement, c'est au bout des 2-3 ans que les gens partent. Parce que il faut 2 ans pour se rendre compte bien des choses. Et donc, la première année, quand tu arrives dans un projet d'autonomie, que tu vis à la sauvage comme moi ou comme Bruce, par exemple, eh bien, c'est tout fun, c'est tout beau, c'est tout rose, mais tu kiffes ta life comme jamais. C'est le top. La première année, c'est facile pour tout le monde. Tu commences à prendre des nouvelles habitudes, t'es tellement heureux d'être là, tu fais plein de trucs, t'es machin, t'es boosté par l'euphorie du truc, donc tout va bien, quoi. Par contre, les amis, la deuxième année arrive. Et là, la deuxième année, surtout quand tu arrives dans l'hiver, parce que c'est surtout dans l'hiver où on prend tous une petite claque, quoi. Effectivement, je fais un petit commentaire. Quand vous regardez les vidéos de technologie primitive, par exemple, vous avez quelques gars qui font ça, où ils partent de rien, ils sont en pagne et ils se fabriquent une cabane, des bassins, etc. Il y en a qui le font vraiment bien. Mais tous ces gars-là, qui font de la technologie primitive, ils vivent, là, pour la plupart, enfin presque tous, en Asie. Et notamment en Vietnam, Cambodge, etc. Ces zones-là, ou le nord de l'Australie. Mais ils n'ont pas d'hiver, eux. Et ça change tout, en fait. Il y a une grosse différence à avoir une saison sèche, une saison des pluies. Et c'est quand même beaucoup plus simple de se mettre à l'abri, de construire une cabane pour être à l'abri de la pluie, que de devoir résister à un hiver comme on a ici, par exemple, avec des moins 10, moins 15. Là, c'est pas pareil. Donc, j'ai vu quelques Canadiens aussi qui s'amusaient à faire de la technologie primitive et de la survie en forêt. Mais les gars, ils se fabriquent des cabanes, c'est pas juste avec 4 bouts de bois ou 2 morceaux de roseau. Là, c'est des arbres qui tombent et ils fabriquent des vraies maisons en rondins, en fait. Donc, pour le coup, il faut être équipé, il faut être outillé, il faut avoir les compétences. On y revient. Et l'hiver, chez nous, c'est le problème qu'on va avoir sur la vie en autonomie. Parce que, par exemple, si vous voulez être autonome en eau, vous pouvez très bien avoir de l'eau de pluie. On peut avoir des réserves d'eau de pluie, il n'y a pas de souci, qui vont permettre de passer la saison sèche. Pourquoi pas? Si vous avez la chance d'avoir une rivière, vous pouvez avoir une génératrice hydroélectrique et avoir de l'énergie toute l'année. Presque toute l'année. Vous imaginez quand il fait moins 15 et que le ruisseau a gelé, par exemple? Ou que les réserves, toute la tuyauterie ou tous les tuyaux qui amènent l'eau à la maison, parce que la réserve, elle est dehors. Donc il va falloir bien isoler tout ça, bien le penser. Et quand vous avez moins 15, moins 20, vous avez des conduites du réseau public qui arrivent à geler et à éclater. Vous imaginez bien que c'est aussi le cas quand on va avoir une génératrice, par exemple, sur un petit ruisseau. Si le ruisseau gèle, il n'y a plus d'électricité non plus. Donc, l'hiver, c'est un vrai problème quand on vit effectivement comme ça, en autonomie avec peu de moyens. Moi, le choix que j'ai fait, alors je ferai une vidéo beaucoup plus complète sur le sujet, mais le choix que j'ai fait, c'était de prendre une vraie maison, déjà équipée en pierre, une baraque il y a 200 ans. J'ai eu la chance de faire une très bonne affaire, mais j'ai le confort moderne. Ma maison est une maison connectée, elle est chauffée, elle est éclairée. Je veux dire, oui. Par contre, là, je suis en train de travailler sur mes panneaux solaires. Ce sont des panneaux que j'ai achetés il y a 5 ans, que je n'avais pas encore réinstallés. Et là, je suis en train de fabriquer la structure, donc je le fais moi-même. Mais mes panneaux, ce sont des panneaux que j'ai trouvés pour pas cher dans un stock, des gars qui récupéraient des invendus ou des trucs comme ça. J'ai tout monté avec des périphériques chinois à bas coût. Mais c'est ce réseau électrique-là, je vais devoir le cloisonner. Il va être à part, parce que je ne peux pas le relier au réseau EDF. Simplement parce que mon onduleur n'est pas synchrone. La deuxième chose, c'est, je vous fais un petit peu de prévention là-dessus, il faut déclarer, si vous avez de la production photovoltaïque, il faut le déclarer à Enedis, vraiment. C'est pas qu'une question de loi ou autre, c'est que l'opérateur doit savoir où se trouvent les productions électriques, parce que si votre Linky ou votre compteur n'est pas équipé d'un système qui empêche la réinjection dans le réseau en cas de coupure,
Donc je m'explique, si le réseau Enedis, si EDF, tout ça est tombé et que vous n'avez plus d'électricité, il faut que la production photovoltaïque locale ne re-rentre pas dans le réseau. Parce que vous avez des techniciens qui travaillent sur les lignes et quand ils disjonctent le réseau, c'est bien qu'il soit réellement disjoncté, histoire qu'il ne soit pas en danger et que les lignes ne soient pas sous tension. Simplement par des installations photovoltaïques. Moi j'ai 1 kg crête de panneaux solaires, donc c'est pas énorme, c'était une installation test que j'avais faite, mais avec 1 kg crête, ça suffit pour me tuer. Si jamais je fais le con avec et que je mets les doigts là où il faut pas, malgré les tensions, etc., ça peut être dangereux. Donc ne faites pas de réinjection dans les réseaux Enedis et RTE, etc., sans prévenir les opérateurs. C'est vraiment important pour la sécurité des personnels. Donc c'est pour ça, moi, mon réseau va être cloisonné. Mes panneaux solaires vont servir juste à alimenter mon cumulus pendant l'hiver et un chauffage qui va être dans la régie ici, parce que j'ai plus de la moitié de la maison qui n'est pas chauffée. Elle n'est pas isolée d'ailleurs, et c'est une partie de la maison que je condamne, entre guillemets, dans laquelle je ne vis pas en hiver, parce qu'elle descend environ à 2 degrés. Donc je vidange certaines conduites d'eau pour éviter qu'elles gèlent, et je vis dans le reste de la maison. Et par rapport à l'hiver, moi je chauffe ma maison maximum à 17. Et d'ailleurs ma chambre est souvent à 11 degrés l'hiver. J'aime bien dormir avec une chambre froide, donc je laisse descendre la chambre vers 11-12 degrés et ça me va. Mais ça, c'est pas tout le monde qui est capable de le faire hein, et d'encaisser des conditions de vie aussi dures en fait. Et donc, quand vous allez voir l'hiver qui va commencer à arriver, vous allez vous souvenir de l'année passée, comment ça s'est passé l'histoire. Et là, vous allez vouloir commencer à changer quelque chose pour gagner un petit peu en confort. Et vraiment, la 3e année, généralement, quand vous avez bien vécu les 2 années, que vous êtes bien, voilà, vous commencez à être bien rodé sur toutes les problématiques qu'il peut y avoir dessus, si votre confort qui vous manque, le machin, le truc, eh bien, c'est là, en fait, c'est à partir de la 3e année que psychologiquement, en fait, c'est hyper dur à tenir. Vraiment, c'est très très dur à partir de la 3e année. D'ailleurs, moi qui ai vécu 3 ans sans eau courante, je peux vous assurer, les amis, que si Alain ne m'avait pas aidé à mettre l'eau courante au bout de ces 3 ans, je crois que je serais partie. J'aurais fini par quitter le terrain parce que vraiment, vivre 3 ans sans eau courante, ça a été extrêmement difficile, surtout la dernière année. Vraiment, la dernière année, la 3e année sans eau courante, j'en pouvais plus. J'en avais vraiment marre et ça commençait vraiment à me miner le moral. Donc ça, c'est des choses qu'il faut en prendre en compte. Et donc oui, Bruce, c'est tout mignon quand il va à sa petite rivière avec son eau machinée et truquée, mais on en reparlera en fait dans 3-4 ans s'il y est toujours, et voir le mental qu'il a à ce moment-là. Parce que la première année, c'est toujours easy, quoi. C'est toujours facile. Et donc, toute cette propagande, en fait, qui peut vous faire croire que vous allez pouvoir vivre de rien, sans rien, et tout ça, clairement, déjà que je vois que les 3/4 des gens seraient incapables de vivre dans les conditions dans lesquelles je vis à l'heure d'aujourd'hui, hein, avec l'eau qui arrive au robinet et tout ça, hein, déjà, ils n'y arriveraient pas. Donc, franchement, je ne vois pas comment la masse, le commun des mortels, pourrait vivre, en fait, dans des conditions encore plus dégradées, en fait, ou dans mes conditions du début, vous voyez, hein. Mais c'est mort, en fait. Les 3/4 des gens, vous avez clairement pas le mental pour pouvoir passer ce cap, quoi. Et donc, ouais, sur Internet, c'est joli, c'est mignon, ça envoie plein de paillettes et tout ça. Hein. Mais il faut se méfier, en fait, de tout ça. Et Alors, je suis assez d'accord avec elle. Hein, je ne vais pas forcément répéter tout ce qu'elle dit, mais même dans un modèle de réduction, dans le modèle de vie que j'ai choisi, de réduction de la charge de travail rémunérée, je suis obligé, je l'avais dit dans ma vidéo, de faire beaucoup de choses moi-même. Ça veut dire acquérir les compétences, ça veut dire avoir le matériel, ça veut dire dégager le temps pour le faire et l'énergie pour le faire. Faire l'entretien de tous mes véhicules, par exemple, voilà. J'ai décidé de passer le cap, de changer de vie réellement profondément pendant la période du Covid. Le Covid m'a un petit peu réveillé, mais comme je vous le dis, c'est quelque chose que je préparais depuis longtemps. Mais maintenant, moi, j'approche la 50aine. Donc j'ai une vie d'accumulation de compétences, d'outillage, etc. Et maintenant, je sais aussi ce que je veux, surtout, et ce que je ne veux pas. Et comme je vous le dis, moi, j'ai mon projet d'autonomie. J'aimerais à terme être autonome en eau et en électricité. Ça, c'est mon but. Mais pour le reste, je reste dans le système, quoi. Il n'y a pas d'autre alternative pour moi. Et ensuite, ce choix de vie a des contraintes que j'ai réfléchi et que j'ai vraiment pensé et que j'accepte en toute connaissance de cause. Mon véhicule, mon fourgon, il est resté à l'arrêt pendant plusieurs mois l'année dernière parce qu'il passait plus le contrôle technique. Il a fallu que je monte mes compétences en chaudronnerie, en soudure, etc. pour pouvoir le réparer et le refaire. Et faut-il encore être capable, vouloir le faire, avoir envie de le faire. Et voilà. Car elle est full complot, oui. Alors je sais pas, John Doe, honnêtement,
D'accord. Bon, très souvent, alors je ne sais pas dans quelle mouvance elle se situe parce que j'ai pas vraiment approfondi sa chaîne. Maintenant, souvent, ceux qui sont dans ces démarches-là sont dans une démarche très New Age. Euh, Après, qu'elle soit complotiste, anti-vax, etc., bon, c'est pas la seule, hein. Je vous dis, par chez moi, tous les groupes de hippies, ils le sont. Ils sont anti-tout, de toute façon. Anti-technologie, anti-médecine, anti-ronde, anti-machin. Bref. Voilà, moi, là où je prends son discours, c'est uniquement sur cette vidéo-là, parce que, pour le coup, je suis d'accord avec ce qu'elle dit, et c'est pertinent. Le reste, je sais pas. Honnêtement, je la connais pas, j'ai pas approfondi sa chaîne. Elle parlait de l'archipel, c'est une chaîne que je regarde de temps en temps. Je suis d'accord avec elle sur le fait que l'archipel présente des projets où il faut des finances pour les faire. Ne serait-ce que par exemple, si vous voulez produire de l'électricité, ben, il faut les génératrices, que ce soit des panneaux photovoltaïques ou pour de l'hydro. Alors les éoliennes, n'y allez pas. À l'échelle individuelle, c'est même pas la peine de faire de l'éolien. Mais en tout cas, pour du photovoltaïque, du solaire thermique ou de l'hydroélectrique, ça peut être appliqué à des petites échelles et ça peut être très très efficace. C'est bien fait. Mais, encore une fois, il faut les compétences déjà techniques de base pour pouvoir créer l'installation et le pognon pour acheter le matériel et l'équipement. Et après, si vraiment il y a le pognon, à ce moment-là, il faut payer des entreprises avec des professionnels qui viennent vous l'installer. Mais quand vous regardez les devis qui vous font, même avec les aides, par rapport à la revente de l'électricité, en passant par des entreprises RGE, en réalité, vous ne serez jamais rentable. C'est-à-dire que le coût de l'installation par une entreprise qui a les habilitations, est tellement élevé que par rapport à la revente et par rapport à l'âge aussi du matériel. Des panneaux solaires, ça dure 25 ans, des batteries, c'est 15 ans. Donc le renouvellement du matériel, en gros, vos batteries au lithium, quand elles vont arriver à un moment donné où vous pouvez commencer à les amortir, en fait, elles arrivent en fin de vie. Parce que les coûts d'installation du système est beaucoup trop cher à la base. Donc les projets que moi je trouve qu'il y a des projets très intéressants sur le site de l'archipel, effectivement sur la chaîne de l'archipel. Cela dit, il faut être conscient qu'il faut du pognon pour les mettre en place. Ça c'est sûr. Euh, Je pense qu'en fait, il y a beaucoup de gens qui sont rentrés dans l'autonomie et qui ont déplané et qui ont déchanté. Et c'est pas pour rien d'ailleurs qu'il y a certaines chaînes d'autonomie qui sont en perte de croissance et de vitesse, quoi. Parce que du coup, entre les mensonges qui sont dits à droite à gauche, plus tout ce bobard là-dessus, et ben les gens à un moment donné qui sont essayés tout ça se rendent compte, et puis les langues se délient quand même à un moment donné. Et puis grâce aussi à des projets comme l'archipel, et ben c'est mis un peu aux grands yeux de tous, quoi. On se rend bien compte que quand on regarde tout son contenu de sa chaîne, c'est que des projets de riches. Il n'y a pas de projet de pauvres. Donc moi je trouve ça important quand même de remettre un peu l'église, on va dire, au centre du village et d'arrêter de penser en fait qu'on va tous être autonomes demain alors qu'on est tous pauvres, etc. Clairement c'est mort. Une fois de plus, qui c'est qui va être autonome et qui va jouir de tous les privilèges en fait qu'ils peuvent avoir? Bah, c'est les riches en fait. Et nous les pauvres, bah, comme d'hab, en vrai, on va galérer. C'est tout ce qui va se passer, quoi. Et du coup, en fait, j'en arrive à penser, à me dire qu'en fin de compte, l'autonomie et le minimalisme a été mis en avant. pour mon travail, je suis un peu comme toi, je viens de faire mon ramonage hors réseau en forêt. Du moins j'y travaille. Tu es dans quelle forêt, John? Mécanique, fourgon, et ouais, moto. Alors Pitès, l'archipel, c'est une chaîne YouTube qui parle beaucoup d'écologie, d'autonomie, de permaculture, et qui présente en fait des projets de famille ou de couple qui sont passés sur ces modes de vie alternatifs. Et je la rejoins totalement, hein, vous verrez, si, allez les voir, il y a des choses très intéressantes quand même sur cette chaîne-là. Je suis pas aussi sévère qu'elle, mais effectivement, ce sont des projets qui concernent des gens qui ont un budget à la base. Et il faut, et puis même, enfin, je veux dire, c'est comment on peut penser qu'on puisse faire un changement de vie majeur sans le préparer et sans avoir au moins les fonds pour avoir la base. Vous voyez, Par contre, ce que je trouve intéressant, c'est que pour des familles qui sont dans les classes moyennes ou dans les classes aisées, il y a des choses très intéressantes dans l'archipel pour pouvoir avoir un impact plus réduit, je dirais, écologique, et avoir une certaine autonomie. Et de la France. J'ai pas compris, John.
Il y a, en fait, je vous le dis, il y en a environ 10 secondes de latence entre le moment où moi je parle et le moment où vous m'entendez. Donc des fois, dans les commentaires, si, comme c'était il y a 10 secondes, j'ai plus le contexte. Je finis sur l'autonomie, moi, avec ma vision. Le pays ne peut pas être autonome, clairement. La France ne peut pas être autonome totalement, ce n'est pas possible. On n'a pas les ressources sur le territoire, en métaux notamment, en hydrocarbures, en énergie, etc. On n'a pas les ressources pour le faire. On n'a même plus l'industrie d'ailleurs pour les traiter, vu qu'on a vendu tous nos fourneaux et toute notre industrie métallurgique. Donc, si on ne peut pas le faire à l'échelle d'un pays, je ne vois pas comment on peut le faire à une échelle individuelle. Ça nécessite, comme je le disais, de se réorganiser. Alors à l'échelle d'un hameau, on pourrait le faire, à l'échelle de 4-5 familles qui vivent sur un hameau et qui s'organisent dans ce but-là, mais qui vont retrouver finalement un mode de vie des années 50 ou d'avant-guerre, en réalité. Ah, Est de la France, pardon, pardon. J'avais compris et de la France, je comprenais pas. D'accord, l'Est de la France, ok. C'est... D'accord, je suis dans le Forez, moi, dans le centre. Bah justement, tu vas pouvoir me dire, John, si je raconte des bêtises, mais voilà. Donc, je pense qu'il y a moyen, pour ceux qui ont envie de passer sur un modèle de vie différent du modèle qu'on a dans une ville, c'est-à-dire boulot, payer tout ce qu'on a, tous nos besoins, etc., d'aller travailler 5 jours par semaine, 8 heures par jour, si on veut sortir de ce modèle-là, c'est possible. En le préparant, en le réfléchissant correctement, en étant pragmatique et réaliste. Là, il ne faut pas rentrer dans l'idéologie surtout, parce que comme elle le dit, quand l'hiver arrive, ça, si c'est mal prévu, ça va être compliqué. Hein. Ça va être compliqué. Donc, bien le penser, c'est possible. Ensuite, une fois que c'est installé et que la base est faite, il y a moyen de réduire les coûts et de vivre avec moins d'argent. Mais vous m'entendrez jamais dire on peut pas vivre, on peut vivre sans argent. Pour moi, ça c'est un délire, c'est une utopie. En fait, ça n'a pas été pour rien. Les deux choses ont popé en même temps. Et moi, de plus en plus, c'est que je trouve ça quand même bizarre que l'autonomie, en fait, ait popé pile au moment où ils allaient nous envoyer vers une crise, vous voyez, vers une crise comme ça, quoi. Alors là, pour le coup, pour moi, on est dans le complotisme. Il n'y a pas de lien entre les mouvements de mode qu'il y a eu au niveau des... et puis les décisions politiques qu'il y a eu sur l'écologie et les différentes crises. Je pense pas qu'il y ait des gens dans un bureau enfumé qui ont ourdi un plan pour faire ça, surtout sur comment dire, les modèles de vie sobres. On est très très loin en réalité que ce soit une mode. Alors, il y a quelques bobos écolos dans les villes qui essayent de vivre avec 3 canapés, enfin avec 3 chaises, une table et un lit, mais ils sont extrêmement à la marge, ces gens-là. On est loin, très très loin d'un modèle de société sobre. Donc là, pour moi, on rentre dans un domaine qui est plus complotiste et je pense qu'il n'y a pas de lien en réalité. Donc j'ai l'impression qu'ils ont commencé à préparer les gens psychologiquement en leur disant ouais, le minimalisme c'est bien, de vivre avec pas grand chose, de faire attention à ses dépenses, de faire attention à tout ça. Et puis bah, avec l'autonomie c'est bien. Bah, faire attention à ses dépenses, tous enfin, parents et grands-parents, tout le monde, tous ceux qui n'ont pas beaucoup d'argent le font. Hein. C'est pas une mode, c'est une nécessité en réalité. Quand on n'est pas justement dans une classe aisée, on est obligé de compter et de faire gaffe. Je crois que ça, c'est une évidence pour tout le monde. Il faut réapprendre des choses à faire des choses par soi-même parce que tout coûte de plus en plus cher et machin et tout ça. Et donc, honnêtement, je pense que tout ça est arrivé sur Internet parce que il fallait que les gens se préparent psychologiquement à avoir moins, à faire avec moins, à refaire les choses par soi-même parce que bientôt ils n'auront plus d'argent en fait pour acheter des trucs que les industriels font. Ils seront obligés de recuisiner par eux-mêmes. Bon, recuisiner par eux-mêmes, ça me fait rire. Je sais pas vous, très honnêtement, mais moi, dans mon entourage, la majorité des gens que je connais savent cuisiner. Je dis pas que ce sont des cuistots 5 étoiles, mais ils savent se faire à manger, c'est la base. Tout le monde doit être capable de se faire à manger. C'est-à-dire, si on n'est pas capable de se nourrir soi-même, pour moi, il y a un problème. Donc, à part les vieux couples, je pense notamment à mes grands-parents, donc des gens qui ont 80, 90 ans maintenant, qui avaient un modèle à l'époque où c'était la femme qui s'occupait de tout au niveau de la maison et le mari allait travailler ou s'occuper du bricolage. À part sur ces couples-là qui sont plus anciens, mais sinon, enfin moi tous les gens que je connais, ils savent cuisiner. C'est ben moi non plus, j'ai jamais arrêté de cuisiner. Moi c'est comme toi, hein, Roger. Alors je dis pas que c'est une passion la cuisine, mais moi j'aime bien me faire plaisir. Et puis quand il y a les amis ici, là j'y prends plaisir à cuisiner pour eux. C'est sûr que quand je suis seul, je me fais un plat de pâtes et ça va bien, quoi.
Je connais personne qui peut se permettre des restaurants tous les jours. Moi non plus. Bien sûr. Après, il y a beaucoup de gens qui mangent au resto à midi parce que c'est dans le cadre du travail, mais souvent c'est payé dans le contexte professionnel, c'est payé par la boîte, par des tickets resto, etc. Quand on travaille, nous, enfin moi dans le spectacle par exemple, le repas est toujours pris en charge par l'organisateur. Donc le repas de midi et du soir, selon la presta, mais comme on travaille souvent toute la journée, je vous ai déjà dit, hein, dans le spectacle, on fait des journées de 16-18 heures d'affilée, donc les repas sont pris en charge. Mais c'est tout. Sinon, bien évidemment que je cuisine. Je vais chercher mes légumes au maraîcher. Ma viande et mon fromage, je la prends au producteur qui est à 5 bornes de chez moi. Et en supermarché, il y a que certains produits que j'achète, comme les pâtes sèches, ce genre de choses, parce que je ne les trouve pas sur du local. Il y a une autre chose sur la nourriture. Sur la production de nourriture locale, aussi sur la contrainte, pourquoi pas, on pourrait arriver à avoir une famille, par exemple, qui produit suffisamment de légumes pour avoir de la nourriture pour toute l'année. Maintenant, il faut être capable aussi de manger la même chose toute l'année. Il y a des légumes de saison, mais il y en a très peu finalement. La variété, en fait, quand on est en autonomie pure, la variété est très faible. Donc ça aussi, il faut être capable de manger. Moi, je vois les amis qui ont des potagers qui sortent des kilos et des kilos de courgettes. Il y a des moments, ils en ont marre de bouffer de la courgette. Donc on ne peut pas tout produire parce que selon l'endroit où on est, au niveau du climat, etc., au niveau de la terre, au niveau de la végétation, du contexte qu'on a des terrains, on ne pourra pas tout cultiver. Et puis ensuite, il suffirait qu'il y ait une année où on a trop de sécheresse ou trop d'eau et il n'y a pas de production, quoi. Je vois la différence, ne serait-ce que sur mes arbres fruitiers que j'ai eu là, par rapport à l'année dernière. L'année dernière, mon cognacier, il a donné 15 kilos de coin. J'ai sorti peut-être 20 kilos de noix. Des noyers. Par contre, j'ai eu quasiment pas de prunes. Alors, les pruniers étaient chargés, mais les rats sont passés avant moi. Les rats, les oiseaux et les frelons, ils se sont goinfrés l'année dernière. Donc, en 2 jours, ils m'ont pillé les pruniers avant que j'arrive à les récolter. Mais j'ai eu très peu de pommes, par exemple, aussi. Alors que cette année, le pommier, il donne à balle. Par contre, le cognacier, il n'y a rien dessus. Les noix, il n'y a pas grand-chose. On a quelques noisettes, mais c'est pas énorme non plus. Enfin, vous voyez. Donc, en fonction des années, la production, elle varie énormément au niveau de la culture. Et être autonome et avoir une sécurité alimentaire, faut bien le préparer. Parce qu'une fois qu'on est en famine, c'est compliqué, hein. Raté. Et de plus en plus, je pense que, voilà, c'est pour ça d'ailleurs que je pense que de plus en plus aussi que YouTube met les créateurs de contenu en avant qui vont dans le sens de la doxa et que fatalement les créateurs de contenu qui disent la vérité et qui vont contre un peu ce truc de paillettes et tout ça sont moins mis en avant parce que ça dérange en fait et il faudrait pas que le commun des mortels soit au courant en vrai que tout ça n'est que du fake et qu'on nous prend pour des gros cons. Non, c'est pas une question de fake ou de doxa, c'est une question de mode écologique en fait. C'est que ceux qui sont les plus gros prêcheurs au niveau de l'écologie, ce sont la plupart des bobos urbains qui ont un modèle de vie simplement parce qu'ils bouffent du quinoa bio et ils pensent qu'ils vont sauver la planète. Après, il y a les vrais, attention, je ne critique pas ceux-là. Il y en a qui sont réellement actifs et qui proposent des choses concrètes au niveau de l'écologie. Ceux-là, on les écoute moins parce que justement, il y a des vraies contraintes et que les gens n'aiment pas entendre les côtés négatifs. Je reviens sur le problème de l'autonomie alimentaire. Si être autonome en alimentaire, d'accord, mais quand il n'y a plus de production, on fait comment? On va acheter de la nourriture, sinon on meurt de faim. Et ça, c'est vrai qu'il y a des gens qui veulent pas, ils préfèrent être au départ dans leur idée, dans leur dans leur rêve. Et ils essayent, effectivement, au bout d'un an ou deux, ils s'aperçoivent des vraies contraintes et que vivre dans la nature, c'est pas si facile, hein. Nous, en tant qu'humains, en tant qu'espèce humaine, on n'est pas équipé naturellement pour résister en fait à la nature. C'est notre cerveau et notre technologie, c'est-à-dire qu'on adapte l'environnement à nos besoins. On n'a pas de grande capacité d'adaptation en réalité. On n'est pas capable de vivre à poil à -15 dehors, ça c'est un délire. Donc il faut qu'on construise des maisons, il faut qu'on se chauffe, il faut qu'on aménage notre environnement. Et actuellement, ça coûte des sous. Donc voilà, c'est plus pour moi un effet de mode qu'un problème de doxa. À la finalité. Alors si vous voulez, moi par exemple, je ne suis pas déçue de mon projet puisque comme je vous le disais, à la base, j'avais pas un réel projet d'autonomie. J'ai juste tourné ma chaîne un peu comme ça parce qu'à la base, c'était un peu tendance à ce moment-là, quoi. Vous voyez, que vous avez vu en 2 ans après j'ai changé. Donc
Donc vraiment, moi, pour moi, en fait, j'y ai gagné. Si vous voulez, j'ai gagné le projet que j'étais venue faire sur mon terrain. C'est pour ça que j'y reste et c'est pour ça que je suis bien en fait maintenant. C'est parce que moi, je voulais travailler moins, je voulais travailler plus pour moi, avoir plus de temps pour moi, vivre ma vie comme je voulais, voilà, apprendre le temps de cuisiner pour moi, d'arrêter de bouffer de la merde, faire tout ça et de donner moins de mon temps en fait au monde du travail. Et bien pour moi, en fait, j'ai réussi mon objectif quoi. Je travaille plus que quelques heures par-ci par-là. J'ai ma petite chaîne YouTube qui me rapporte un petit peu et puis je fais mes bails comme ça et je trouve qu'en vrai, moi, j'ai tout gagné en fait dans ma démarche. Alors, je suis exactement dans la même démarche. Cette conclusion-là, je pourrais me l'approprier en fait, parce que c'est la même logique que j'ai. Sauf que moi, ma chaîne YouTube, elle rapporte rien parce qu'elle n'est pas monétisée. Mais et je vous ai dit, je la monétiserai pas. Pas celle-là en tout cas. Maintenant, j'ai aussi tout gagné par rapport à mon modèle. Il est fonctionnel. J'arrive à vivre sans problème. Je vis bien même en travaillant assez peu. Je vous le disais dans une de mes vidéos, je travaille à peu près. C'est une moyenne hein, sur l'année, une semaine par mois de travail rémunéré, je parle. C'est une moyenne parce que je suis plutôt saisonnier. Je vais travailler beaucoup plus à la belle saison et beaucoup moins pendant l'hiver. Par contre, je reste pas assis dans le canapé. Hein. C'est le reste du temps, c'est s'occuper de la maison, c'est préparer les projets de la suite, c'est préparer le bois quand c'est le moment, c'est ramoner quand c'est le moment, etc., etc. On a des contraintes qui sont imposées par le cycle naturel et on ne peut pas s'en sortir à ce moment-là. Si, le moyen de s'en sortir, c'est d'être tout électrique, d'avoir l'énergie et de payer le confort comme on le fait tous, en fait, au départ, dans notre société actuelle. Mais moi, je suis d'accord avec elle sur le principe de réduire la charge, donc de réduire les coûts et de réduire au minimum possible les dépenses mensuelles, de façon à avoir besoin de rentrer moins d'argent. Et moi, globalement, j'essaye de rentrer la moitié, voire le double de ce dont j'ai besoin pour vivre, pour pouvoir mettre des sous de côté. Parce qu'il y a une chose qu'elle n'aborde pas, c'est que quand on est autonome, j'en ai un petit peu parlé dans ma vidéo précédente, mais quand on est autonome, qu'on essaye d'être un maximum autonome, le problème c'est quand on a des problèmes justement. Quand on travaille peu et qu'on rentre peu d'argent, quand moi par exemple je me suis cassé le bras à la fin mai, j'ai perdu toute ma saison de travail, qui est en plus la saison la plus importante pour moi en tant que technicien du spectacle. Si j'avais pas mis de l'argent de côté avant, si j'avais pas prévu des réserves avant, ben, ça aurait été une catastrophe, le modèle se serait effondré. J'aurais pas pu passer les 3 mois en question sans revenu. C'est justement parce que je travaille toujours un peu plus et que j'anticipe énormément le futur là-dessus, que je me prévois un petit matelas de sécurité qui me permet de passer ces moments-là. Et il suffirait que j'ai par exemple mon fourgon que je puisse plus réparer et qui soit vraiment endommagé, ben, je vais être dans une grande difficulté parce que je ne peux pas acheter de véhicule actuellement. Je n'aurai pas les moyens et aucune banque ne me prêtera de l'argent. Et de toute façon, j'emprunterai pas. Je déteste ce principe. J'ai pas d'emprunt et je veux pas en avoir. Donc, il faut prévoir. Et si on prévoit pas, ça peut être une véritable catastrophe. L'idée, c'est quand même pas de faire un suicide social. L'idée, c'est d'arriver à vivre bien et à être heureux dans son modèle de vie. Donc, il faut anticiper les choses. Mais c'est pas pour tout le monde que c'est le cas et donc il faut bien réfléchir un petit peu à tout ça parce que c'est pas si simple que ça de s'adapter à certaines conditions, d'autant plus quand on a toujours vécu avec ce confort-là quoi. Vraiment c'est pas évident et même moi quand vous savez que je suis une warrior qui a un bon mental, quand je vous dis au bout de 3 ans sans eau courante j'ai failli péter les plombs quoi. Donc voilà, c'est difficile. Il faut quand même se préparer pour se dire que ça va pas être que tout beau, que tout rose, qu'il y a aussi des problématiques, comme dans chaque vie en fait. Que ce soit la vie du métro boulot dodo ou la vie comme la mienne ou comme d'autres, chaque vie a son lot de problématiques. Regardez, moi je peux être bien pendant toute l'année, puis l'hiver c'est la grosse merde. L'hiver au niveau énergétique c'est la merde. Vous n'en pâtirez pas de ça. Voilà. Donc chacun on pâtit de notre mode de vie de différentes manières et façons quoi. Hein. Chaque mode de vie, il y a toujours son lot d'inconvénients avec. Donc voilà. Bref, voilà ce que je voulais aborder avec vous, les amis. Bien. Voilà ce que je voulais aborder avec vous aussi, les Krigami. C'était je trouvais voilà que son discours sur ce sujet-là et la façon dont elle l'approche, je le trouvais pertinent. Je voulais en parler parce que ça rejoint complètement mes réflexions et ce que j'ai vu qui marchait dans mes essais avant. Et actuellement. Le problème énergétique, c'est le cœur du sujet, parce que sans énergie, on ne fait rien actuellement. On ne peut pas alimenter les machines, et sans machine, il faut tout faire à la main, et donc voilà, je ne vais pas me répéter. L'hiver, le photovoltaïque, ça marche assez peu.
Être autonome au niveau de l'électricité, c'est assez compliqué sans batterie. Le problème, c'est d'arriver à stocker l'énergie. Ça fait un moment que je réfléchis à essayer de me faire un step sur mon terrain, puisque j'ai un terrain qui est très en pente. Entre le haut du terrain et le bas du terrain, j'ai 85 mètres de dénivelé. Donc j'avais commencé à réfléchir à faire 2 bassins, un bassin en bas, un bassin en haut, avec des panneaux photovoltaïques, une génératrice, pour remonter de l'eau en fait, quand je suis en surproduction électrique, de manière à stocker de l'eau en hauteur et de l'utiliser la nuit en hydroélectrique pour alimenter la maison et les périodes éventuellement de coupure. Simplement, quand j'ai étudié la chose plus concrètement et plus sérieusement, autant le STEP, ça fonctionne bien à grande échelle parce qu'il y a de grosses productions d'énergie avec des grosses masses d'eau, autant à petite échelle, le coût de l'installation, même si je la fais moi-même, dépasse largement le gain que je peux avoir et la rentabilité sur le système que je pourrais avoir sur la durée de vie du système. Donc, c'est pas intéressant. Plus les contraintes qu'il va y avoir l'hiver, notamment, comme je vous dis, avec le gel qui risque de geler les conduites, qui risque de geler la génératrice, ou l'été où on n'a plus suffisamment d'eau pour alimenter le système. Donc, il faut arriver à faire des systèmes en circuit fermé, mais avoir des systèmes en circuit fermé de grande capacité, donc ça veut dire qu'ils soient couverts. Sinon, on a une forte évaporation l'été. Enfin, vous voyez, c'est des contraintes techniques qui sont des contraintes qui sont réelles, en fait. Et on ne peut pas les contourner facilement. Donc, j'ai abandonné, moi, mon idée de step et de stockage de l'électricité. Je ne veux pas de batterie lithium. Je ne veux pas de batterie lithium pour faire du stockage. Donc, pour l'instant, il n'y aura pas de stockage électrique sur la maison. Je vais continuer à réfléchir à mon projet et puis de toute façon actuellement j'ai pas les finances pour investir donc c'est plié, je fais avec ce que j'ai. Je vais par contre développer dans les mois qui viennent, les années qui viennent du solaire thermique, ça aussi pour faire un appoint sur le chauffage. On a quand même du soleil, même l'hiver, il y a moyen de récupérer un peu d'énergie comme ça et le solaire thermique. Ça peut être intéressant, surtout avec le système de chauffage que j'ai déjà dans la maison, puisque j'ai une chaudière à bûche avec un accumulateur de 1 mètre cube d'eau qui permet de stocker la chaleur excédentaire de la chaudière quand la maison est à température. Du coup, ça me permet de réchauffer 1 mètre cube d'eau. Et le mètre cube d'eau, en plein hiver, il me permet de tenir environ 5 heures, 5-6 heures, avec le feu éteint. Donc le système est bien fait, c'est un système central. Et il me suffirait de rajouter un échangeur thermique avec des circulateurs que je pourrais relier en fait à mon accumulateur de 1 mètre cube pour y injecter de l'eau chaude qui pourrait être chauffée avec du solaire thermique. Maintenant, il faut être réaliste sur le truc, je ne chaufferai pas la maison entière avec ça. C'est juste un appoint qui me permettra de brûler un peu moins de bois, ce qui m'évitera de sortir, de dépenser trop, de faire trop d'efforts pour sortir, débarder les troncs et les couper pour en faire mon bois de chauffage. Bon, de toute façon, pour les années qui viennent, je vais avoir des arbres à abattre. Donc, de toute façon, j'aurai du bois. Je suis assez tranquille pour les 5-6 années qui viennent. Mais du coup, voilà, c'est quand même du travail de tomber les arbres, de les mettre à sécher, de les débiter, de les stocker, etc. C'est extrêmement volumineux, le chauffage au bois. C'est pas un chauffage qui est très rentable. En termes de combustion, en termes écologiques, c'est pas le meilleur. Mais voilà. Donc c'est quand même, moi c'est un système de chauffage qui me va bien puisque je ne paye pas le bois. J'ai 7 hectares de forêt, donc j'ai largement de quoi faire. Rien qu'avec l'entretien de la forêt que je fais, j'ai suffisamment de bois pour me chauffer moi. Maintenant, comme je vous l'ai dit, j'ai peu de besoins, je chauffe assez peu la maison, enfin en comparaison de d'autres. J'ai une moyenne, je le répète, à 17, 18 dans la maison, dans les pièces de vie. Et puis dans la chambre, je tourne plutôt aux alentours de 12. Et John, ça m'intéresse, ça, tu dis quand tu es hors réseau, donc tu as du stockage, toi, du coup. Bien sûr qu'être connecté au réseau, c'est beaucoup plus facile, surtout au début, on est d'accord. D'ailleurs, mon cumulus électrique, je vais le brancher sur les panneaux solaires, mais je mets une station de commutation dessus, de façon à ce que quand le photovoltaïque ne produit plus rien, le système bascule automatiquement sur le réseau et soit alimenté par le réseau. Après, tout est connecté, hein. Moi, je pilote mon cumulus, etc. dans la maison, donc j'ai des prises connectées, des capteurs, etc. Donc ça me permet de gérer et de réguler en fait la consommation de la maison. Ce qui fait que j'arrive à avoir une consommation électrique assez faible quand même, à part la régie et mon matériel informatique. Ma régie, par exemple, là, je consomme environ 500 ou 600 watts
heures si je laisse le système. Donc voilà. Ah oui, c'est des batteries au lithium. Il n'y a pas d'alternative en fait. Il n'y a que le lithium qui permet de stocker de l'énergie correctement et surtout de pouvoir tirer de la puissance dessus. J'avais essayé sur mon précédent système, j'avais mis des batteries plomb en décharge lente. Sauf que ce que je ne savais pas, c'est qu'une décharge lente, il faut qu'elle se vide au maximum à 1% de sa capacité totale. Donc, moi qui tirais comme un bourrin dessus, je les ai détruites. Mais pendant environ 2 ans, j'ai alimenté mon studio en journée, j'alimentais tout mon studio d'enregistrement avec du photovoltaïque. Ça fonctionne bien ce côté-là. Et avec du matos pas cher, hein. Ça m'a coûté à peu près 1000 euros de monter mon installation. Entre les panneaux solaires, l'électronique, le câblage et toute la quincaillerie dont j'ai eu besoin autour, on va dire je suis à un peu en dessous de 1000 euros d'investissement pour 1 kilo crête de panneaux. Donc voilà, il y a moyen encore une fois, mais c'est de la bidouille, hein. C'est trouver les panneaux pas chers à certains endroits, c'est trouver l'onduleur, c'est trouver le MPTT, etc. Tirer son câblage. Là, l'installation que je suis en train de faire, c'est l'installation pour le terrain, donc je vais les mettre par terre. Ça sera plus facile pour moi l'hiver de les déneiger notamment. Et puis de les réorienter aussi. Je me suis fait un système où je puisse changer l'inclinaison des panneaux entre l'été et l'hiver. Tout est fait en acier. Je suis allé au ferrailleur du coin. Je lui ai acheté je sais pas combien de kilos d'acier rouillé pour pouvoir faire mon truc. Et ça fait plus d'une semaine que je disque, je meule, je découpe. Et je me fabrique une structure pour fixer en fait tout au sol. Parce qu'il y a quand même du vent. Et je voudrais éviter de retrouver mes panneaux solaires au milieu de la forêt parce qu'il y a eu une tempête, quoi. Parce qu'il y a quand même pas mal de surface et ça fait voile. Du coup, il faut qu'ils soient fermement ancrés au sol. Donc voilà, là actuellement, je suis, on va dire, dans le gros œuvre. Et puis ensuite, au niveau du câblage, ben, je vais tricher. Parce que là, sinon, j'ai besoin de câbles de 6 mm² de section. Mais je vais prendre des 3G 2,5 et des câbles standards qui sont moins chers. En reliant les 3 brins, j'obtiendrai la section de câbles cuivre qu'il me faut pour pouvoir transporter sur la distance le courant continu. À terme, je pense que j'investirai dans un micro-onduleur pour avoir directement au niveau des panneaux, d'avoir du 230 volts, ce qui me permettra de réduire la quantité de câblage et de tirer plus qu'un seul câble pour transporter le courant. Mais actuellement, ce n'est pas le cas. Et je suis obligé de transporter du 36 volts en continu. Donc, il y a des contraintes électriques qui font que ça augmente les coûts, en fait, tout simplement. Et c'est pour ça aussi que je fais beaucoup moins de vidéos, parce que là, je suis sur ces projets-là, et que pour moi, la priorité, c'est que la maison soit prête pour l'hiver. Voilà, donc je pourrai de nouveau produire de la vidéo plus tard, mais là, actuellement, je suis trop occupé dans la vraie vie, on va dire. Voilà où je voulais en venir. Donc pour conclure, je vais faire simplement un petit résumé, et puis je vais mettre mon petit générique. Pour conclure, moi je pense que l'autonomie, c'est une utopie, c'est même pas la peine de la chercher. Maintenant, réduire la charge de travail pour se faciliter la vie, parce on a envie de vivre dans ce modèle-là, oui, c'est faisable. C'est faisable de vivre en travaillant moins, en ayant plus de temps. Ce temps-là, de toute façon, il va falloir le mettre dans l'entretien de la maison, des véhicules, des machines, etc. C'est une autre façon de travailler. De toute façon, on ne peut pas vivre en restant allongé. C'est pas possible. Enfin, je voulais vous montrer une vidéo que j'ai trouvée rigolote aussi au Monténégro, où ils ont fait un concours de flemme. Et il y a des gars qui sont allongés. Il en reste 4, 2 nanas et 2 mecs qui sont allongés depuis 34 jours. Et c'est celui qui reste le plus longtemps allongé. Ça m'avait fait rire. Mais à moins de rentrer là-dedans, il faut travailler de toute façon, ne serait-ce que pour produire, etc. Donc c'est une forme de travail, mais c'est autre chose. Donc oui, ce modèle de vie, je pense qu'il est faisable. Par contre, si on cherche l'autonomie ultime en étant dans le canapé et à bouquiner à l'ombre, si vous êtes pauvre, c'est pas possible. Là, il faut être riche. Voilà, voilà. Allez, je lance mon petit générique de fin pour clôturer cette capsule. Et puis je passe à l'artiste et à la musique.